Bonsoir à tous, je suis Yannick Le Guillanton, je suis responsable des relations publiques ici à la Maison européenne de la photographie. Je suis ravi de vous retrouver si nombreux pour cette toute première conférence de la saison sur un sujet bien évidemment épineux, polémique, mais qui de toute façon ne laisse personne indifférent puisqu'il s'agit de la photographie de guerre, ça ne vous aura pas échappé. Je vais laisser très rapidement la parole à Régis Le Sommier qui assurera entre autres la modération ce soir, afin de vous présenter les intervenants qui se trouvent autour de ce pupitre et qui vous en dira plus sur le déroulement de la soirée. Voilà, j'ai oublié de vous dire bien évidemment que cette conférence est organisée avec Paris Match et le Centre international pour la paix et les droits de l'homme, le CIPAD, site sur lequel vous retrouverez l'intégralité de cette conférence qui sera présentée d'ici quelques jours en streaming. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et vous aurez un petit moment d'échange à la fin de la conférence pour échanger avec nos intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus si nombreux pour assister à cette conférence sur la photo de guerre et son rôle dans l'éveil des consciences et dans la sensibilisation de l'opinion. Alors, nous tâcherons de répondre ce soir avec mes invités à la question si souvent posée, une photo peut-elle et dans quelles conditions changer l'histoire? Nous allons procéder à partir d'une sélection de photos importante, une sélection qui est forcément restreinte. On pourra regretter qu'il manque sans doute certaines photos. On pourra dire aussi que chaque photographe et chaque photographe de guerre possède dans son travail une ou plusieurs photos qui ont marqué l'opinion, mais il fallait faire un choix. Donc pour ce débat, j'ai réuni à mes côtés Valérie Gorin, qui est docteur en communication et sciences des médias, spécialiste de l'action humanitaire dans les médias à l'Université de Genève, Marc Brincourt, chef du service photo de Paris Match, et Alvaro Canovas, qui est photoreporter pour Paris Match depuis plus de 25 ans, qui a couvert à peu près tous les conflits de la planète et qui partagera avec nous son expérience de terrain sur cette question précisément. Je tiens à remercier la Maison européenne de la photographie de nous accueillir pour nous faire partager ce moment ensemble, parce que ce n'est pas un moment simplement où on va, nous, vous parler de photos. Il va y avoir un moment où, évidemment, on entendra, on essaiera de répondre à toutes vos questions sur cette épineuse question de la photo de guerre et de sa place dans nos sociétés. Je remercie aussi le CIPAD, le Centre international pour la paix et les droits de l'homme, qui est notre partenaire pour cette conférence. Voilà, et je vais commencer par une image pour rentrer directement dans le vif du sujet. Si on peut la mettre, si on peut commencer à mettre les images à l'écran, c'est possible? C'est bon? Voilà, alors cette photo, puisque vous vous intéressez à la photographie, vous la connaissez tous évidemment. Elle est intitulée « The Face in the Surf », c'est-à-dire le visage dans l'écume, on pourrait dire. Cette photo elle a été prise par Robert Capa au matin du 6 juin 1944 sur la plage d'Omaha Beach, dans le secteur Fox Green, dans lequel a débarqué la première division d'infanterie. C'est un des secteurs les plus disputés de la plage. C'est celui qui est, si vous avez été visiter le cimetière de Saint-Laurent-sur-Mer, juste en contrebas du cimetière. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... quand on va visiter ces tombes, qu'on passe à travers les 9000 tombes, eh bien, un peu en dessous, il y a la mer, on voit la plage. Et moi, j'y suis passé cet été, un peu par hasard, c'est-à-dire je revenais à Paris, puis je me suis dit, tiens, j'étais avec mes enfants, je vais aller leur montrer Omaha Beach. Donc on a visité le cimetière, et ensuite on est allé mettre les pieds dans l'eau à Omaha. Ce qui est très intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, vous voyez tous ces obstacles que les Allemands avaient mis sur la plage. Il y a encore des obstacles dans le sable, il y a encore des pièces qui rouillent. Et donc on peut imaginer, 70 ans après, ce qui a été cet enfer d'Omaha. Et puis le fait qu'il y ait eu un photographe précisément à cet endroit, moi, personnellement, m'émeut. Je dirais que cette photo, elle peut être considérée un petit peu comme l'acte de naissance du photojournalisme. Je m'explique. Il y a eu du photojournalisme avant, il y a eu la guerre d'Espagne. Robert Capa
Moi, je vais montrer quand même cette photo, voilà, célébrissime de Robert Capa pendant la guerre d'Espagne. Mais il y a eu des photos de guerre qui ont été prises pendant le premier conflit mondial. Il y a eu des photos aussi qui ont été prises pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Première photo, entre guillemets, de morts ou de cadavres de tués. Mais ces photos-là, finalement, où servaient un but de documentation, où servait un camp. Et le problème de la photo de Capa en 1936, de ce fantassin républicain, c'est que c'est une photo qui a fait polémique. Je ne vais pas revenir sur la polémique à propos de cette photo, mais c'est une photo qui montrait un camp, qui servait une propagande d'une certaine façon. Tandis que celle d'Omaha, même si elle est censurée elle est visée par la censure militaire, celle d'Omaha, elle est prise sur le vif. C'est une photo qui, en soi, correspond. Il n'y a pas de montage possible. Et je vais vous montrer pourquoi. Mais je voudrais faire réagir d'abord Marc Brincourt sur la photo de Capa, qui nous explique justement pourquoi elle est très importante et pourquoi elle symbolise peut-être toute la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin du nazisme, en tout cas, enfin, le début de la fin de... Voilà. Bonsoir. Oui, c'est une photo très importante. Pourquoi? Parce que, d'abord, le 6 juin 1944, il n'y a pas eu beaucoup de photographes sur la plage d'Omaha Beach. Je pense qu'il y en avait 4. Robert Capa était le seul photographe non militaire. Les autres étaient des photographes militaires. Et ce qui est important, c'est que voilà, c'est un témoin, je dirais privilégié, mais c'est un témoignage énorme parce que là, on est vraiment au moment précis où tout va se passer, où la libération de la France va commencer. Et il y a ce témoin incroyable, ce photographe de guerre fantastique qui était Robert Capa. Cette année, il y a eu une polémique par rapport à cette photo. Tu parlais, Régis, de la polémique de la photo de la guerre d'Espagne. Il y en a une que personnellement je trouve un peu malsaine, un peu bizarre, car on met en doute un peu cette série de photos. Certains ont dit que finalement il n'était pas dans la première vague, il était dans la deuxième vague, qu'il n'est pas resté 1h30 sur la plage mais que 30 minutes. Et alors, il était là, même s'il était dans la deuxième ou la troisième vague. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Omaha Beach, je peux vous dire que les vagues se sont empilées les unes sur les autres, ils sont restés bloqués sur la plage très longtemps. Il a vu le feu, il a vu l'enfer, il a vu le sang, il a vu tout ce qu'il y avait à voir dans un moment comme ça très dur. Et de dire qu'il est resté qu'une heure au lieu de 30 minutes. Enfin, bon, voilà, il y a eu quelque chose qui est de pas très bien, je trouve, cette année qui est sorti sur cette série de photos. Je pense que, pour finir là-dessus, je pense que c'est pas Capa déjà qui a disons, alimenté directement. Il y a peut-être eu, parce que Capa était déjà une légende dans le photojournalisme de guerre. Et je pense que peut-être qu'à l'époque, il y a eu un rédacteur en chef ou un chef du service photo qui a peut-être un peu... On ne pouvait pas dire que les photos de Capa étaient mauvaises. C'était impensable. À partir du moment où il était là, le 6 juin 1944, sur cette plage, ces photos ne pouvaient qu'être extraordinaires. Elles sont extraordinaires. Bon, après, il y a eu toute la petite histoire dans l'histoire, je vous la fais courte, mais disons que voilà, on dit que les photos de Capa ont été panées au développement, au séchage plutôt, qu'un laborantin a mis les films à sécher trop fort et la gélatine a fondu et on a pu, disons, sauver que 11 photos sur les 7-8 films qu'il avait fait. Est-ce que c'est le laborantin? J'étais laborantin. J'ai même développé les photos d'Alvaro, plus jeune. Disons, voilà, bon, bah, c'est lui qui a pris, disons. Voilà. Alors peut-être que ces photos n'étaient pas si extraordinaires que ça. Il faut vous mettre dans le contexte, je veux dire, on est le 6 juin 1944, tout le monde est empilé les uns sur les autres, ça tire de partout, personne ne sait. Il est là dans l'eau froide, c'est tôt le matin, bon, bah, peut-être que ces photos, effectivement, ce flou que vous voyez est peut-être dû aussi à peut-être un stress, chose comme ça. Bon. En tout cas, je ne pense pas que Robert Capa ait raconté quoi que ce soit après. Peut-être que ça a été un peu embelli après par une rédaction en chef qui ne pouvait pas admettre que les photos de Capa étaient peut-être un peu moins bonnes que ce qu'elle aurait dû être. Voilà. Alors, Capa, donc à l'époque, est embedded avec une unité de l'armée américaine. On reviendra sur les contraintes et les avantages de l'embedment, mais en tout cas, il va pouvoir suivre la campagne de France et ensuite la campagne d'Allemagne.
la photo, à l'époque, sert la guerre. Par rapport à notre propos sur le photojournalisme et la paix, la photo n'est absolument pas un instrument pour chercher à terminer une guerre ou pour alimenter un courant pacifiste ou c'est pour sensibiliser les gens déjà sur la dureté des combats, et celle-ci va l'être. On remarque par exemple, donc les 2 photos qui vont suivre sont importantes parce que voilà, cette photo est la suivante, puisqu'il y a, voilà, on a une sorte de première version de la photo et une deuxième version. Ces photos-là ne sont pas des photos de photojournalistes, c'est des photos de propagande. Pourquoi ce sont des photos de propagande? Parce que comment, vous pouvez très bien le voir d'ailleurs, les nuages de fumée ont été rajoutés. Donc elles ont un but, il y a aussi les 2 montres, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a le type qui tient l'autre, là, qui est un peu en contrebas, a 2 montres aux mains, ce qui montre le soldat soviétique légèrement pillard. Donc Staline, je crois, condamnera à mort. C'est quand même un élément très important de cette photo. Cette photo-là est faite, évidemment, c'est la prise de Reichstag par les troupes soviétiques. On plante le drapeau soviétique. Et puis il y a cet homme, voilà, qui aide à hisser le drapeau, et il a une montre à chaque poignet. Donc ça veut dire que c'est un pillard. Ça veut dire qu'il a volé une montre. Et ça, le commissaire politique qui a passé les photos à la censure a vu ça, a fait retoucher la photo, a enlevé la montre du poignet droit, je crois, voilà. Et pour la petite histoire, je crois même que l'officier, enfin le sous-officier qui apporte ces 2 montres a été exécuté après. Il ne fallait pas montrer, il fallait montrer une image du soviétique libérateur et pas une image du soviétique pillard qui, on sait ce qui s'est passé à Berlin en 1945, ça a été les soviétiques, le peuple russe a énormément souffert de la guerre que les Allemands leur ont fait, mais c'est vrai que les Russes à Berlin ont commis des choses, pillage, viol, ça, mais il fallait absolument pas montrer cette image. Donc c'est une image qui symbolise vraiment la propagande, et il fallait montrer une image très lisse de l'armée rouge. On pense propagande, donc propagande de guerre pour montrer la victoire de la grande guerre patriotique. Je vais vous en montrer une autre qui est celle-ci, célébrissime aussi, totalement montée, puisqu'il y a eu une érection du drapeau avant, mais qui a été refaite par Giro Zental, le photographe. Et puis cette photo va encore plus servir la guerre, peut-être que celle des soviétiques, puisque 3 des protagonistes, vous avez vu le film de Clint Eastwood, peut-être Flags of Our Fathers, qui raconte en fait l'histoire des 3 porteurs du drapeau qui ont été, à la suite de la bataille d'Iwo Jima, quand il s'agissait de faire le dernier effort de guerre pour abattre le Japon, eh bien, qui ont été amenés aux États-Unis pour lever de l'argent pour la guerre. C'est-à-dire que les États-Unis étaient complètement dans une période presque de banqueroute. Ils avaient 2 guerres à mener, il n'y avait plus d'argent. Donc on a utilisé ces soldats pour contribuer à l'effort de guerre. Donc là, on a vraiment, à chaque fois, dans ces photos-là, ou un but propagandiste, ou un but de continuer la guerre. Donc la photo continue à accompagner la guerre. Je vais vous montrer 2 autres clichés, et ensuite on va passer, et je donnerai la parole à Valérie, pour savoir ce qu'elle en pense d'abord en tant que spécialiste des médias. Tous les camps participent. Voilà, ça c'est propagande allemande, c'est la bataille de Normandie. De la même façon, là on montre un certain nombre de photos, on montre des soldats, en l'occurrence de la division Hitler-Jungen pendant la bataille de Caen. On voit qu'ils sont très fatigués, mais d'une certaine façon, on montre leur héroïsme. Ces photos-là passent en Allemagne, dans une Allemagne qui est déjà très amoindrie. L'idée étant de réveiller la ferveur patriotique ou de continuer à entretenir la flamme. Donc le photojournalisme, d'ailleurs les photographes allemands à l'époque, qui étaient très bons, parce qu'on regarde ces images, sont très bons, ne sont absolument pas connus. Ils ont été un peu enterrés avec la fin du second conflit mondial, alors qu'ils avaient quand même fait des photos assez fortes. Donc la photo, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, finalement, y compris celle de Capa, même si elle se libère de certains codes esthétiques ou de certaines pratiques, certaines façons de montrer la guerre,
va finalement servir l'effort de guerre et pas du tout la paix. Donc j'ai demandé à Valérie un petit peu ce qu'elle en pense. Pardon, désolé. Ce qui m'intéressait beaucoup dans les photographies que vous avez montrées, c'est la façon dont elles ont été reçues aussi. On a parlé de la façon dont elles ont été faites, et je pense qu'on ne peut jamais en fait couper une image de son public. Et ce qui est fondamental avec l'idée de Capa, et ça commence déjà dans la guerre d'Espagne, c'est que Capa va aller montrer le front, Capa va aller montrer la bataille elle-même. Et c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, ce fait de vivre la guerre finalement au cœur des combats. La guerre, elle était représentée de façon totalement héroïque. Capa coupe avec ça, et d'une certaine façon, le photojournalisme de guerre qui naît dans les années 30-40 est un journalisme qui va éduquer le public à ses codes visuels. Vous venez d'en parler, ces codes esthétiques. Et ça, c'est fondamental. Même si la photographie sert la propagande à ce moment-là, elle va créer finalement ces univers qu'on connaît, ces univers martiaux, ces univers de bataille, avec un élément qui change aussi, c'est qu'on n'a plus affaire à une guerre de mercenaires, on n'a plus affaire à une guerre qui est faite par des professionnels du combat. C'est une guerre, en fait, qui... la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, sont des guerres qui enrôlent des citoyens. Donc la guerre, elle est vécue par les publics comme faisant participer des maris, des pères, des fils. Ce sont les nôtres qui combattent. Et cette guerre vécue du point de vue civil, elle se relate finalement beaucoup dans l'image de guerre. Et ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est qu'autant on a beaucoup de patriotisme, en quelque sorte de glorification des combats, on a vu avec les images du Reichstag, on le voit avec les photographies de combat, autant par ce patriotisme et par cette propagande, elle va commencer à mettre en avant les grands noms du journalisme. Alors Capa est un des tout premiers. Il va y avoir après lui les grands photographes de guerre américains qui vont se faire la main finalement dans ce journalisme qui est un journalisme déjà embarqué, puisqu'on suit les troupes, mais qui va finalement, d'une certaine façon, créer un peu une sorte d'alphabétisation du public à l'image de guerre et au nom. Et c'est de là que va naître aussi l'initiation, finalement, assez forte qui existe entre certains grands noms du photojournalisme et le public. Je pense à des Margaret Bourke-White, je pense à des personnages comme ça qui va suivre en fait les troupes américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale, une des premières grandes femmes photographes de guerre, qui est complètement embarquée dans la propagande, mais qui va participer à la construction de cet univers visuel qui est fondamental. Et ce tournant, il est vraiment très fort dans les années 20, déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, guerre d'Espagne, Deuxième Guerre mondiale. Il était nécessaire que ce tournant-là arrive pour qu'ensuite on arrive vraiment à une envolée, à ce fameux âge d'or du photojournalisme tel qu'il va se construire après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier, nous, ce qu'on appelle un petit peu dans notre profession le tournant du Vietnam. Alors, je vais demander à Marc un petit peu de commenter cette période. Pourquoi le Vietnam va devenir un petit peu l'âge d'or du photojournalisme? Alors, je vais passer sur un certain nombre d'images. Je vais revenir sur ces images, mais je vais revenir surtout sur ces images de combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam? Au Vietnam, surtout, ça a été, je pense, un fantastique laboratoire de découverte pour les photographes, parce que la constitution même américaine était d'embarquer les photographes avec eux. Ils avaient droit à tout faire. À partir du moment où vous acceptiez d'être en balade avec eux, vous aviez un uniforme, vous aviez même, je crois, une sorte de grade fictif, mais vous aviez le droit de suivre partout les troupes, sur tous les fronts. Ce qui a donné lieu à une liberté de presse et une liberté de prendre des images, de prendre des photos absolument extraordinaires. Alors c'est vrai qu'il y a des grands photographes qui sont sortis de la guerre du Vietnam, comme des gens comme Larry Bureau, des photos de Tom McCollin qui ont vraiment fait des photos absolument fantastiques. Là, en l'occurrence, on voit les photos de Catherine Leroy. Catherine Leroy, qui était cette femme photographe très courageuse, qui a sauté en parachute, qui a Larry Burroughs ici. Larry Burroughs, voilà. On a eu des photos absolument fantastiques. Il n'y avait pas de censure. Tout le monde passait ce qu'on voulait bien passer. Il n'y avait pas de problème. Alors évidemment, il y a pas mal de photos aussi qui, moi je pense, ont contribué aussi à bouleverser le
peuple américain. On ne peut pas dire qu'une photo ait arrêté une guerre, mais je pense qu'une succession de photos et d'images ont pu influencer. À partir du moment où il n'y avait pas de censure, que même en images filmées, il y avait le soir, les gens dînaient le soir, ils voyaient tout ce qui se passait, le 18h, le soir, ce qui se passait au Vietnam, ce que leurs troupes faisaient dans les conditions que la guerre se passait.